Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. L'annonce était inattendue et la surprise totale. Nous étions le 28 novembre 2024 et le communiqué tombe. Il est du ministère tchadien des Affaires étrangères et met fin aux accords militaires entre le Tchad et la France. L'armée française est donc priée de quitter le Tchad. Ce dimanche 1er décembre, c'est le président Mahamat Idriss Déby lui-même qui prend la parole et enfonce le clou. Accord complètement obsolète qui n'apporte aucune plus-value face aux défis du moment, dit-il. Mais que s'est-il donc passé? Comment comprendre cette rupture brutale? Analyse et décryptage de cette actualité tchadienne dans cette émission où j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Sidik Abba, dois-je encore vous présenter? Vous êtes universitaire, journaliste, analyste politique, grand connaisseur êtes-vous de la géopolitique africaine, spécialiste du Sahel. On parlera justement du Sahel dans cette émission. Vous êtes chercheur associé, président du Centre international de réflexion sur le Sahel. Écrivain êtes-vous par ailleurs, auteur de plusieurs livres, dont Crise interne au Conseil suprême du Niger ou Rébellion Touareg au Niger, qui a tué le rebelle Mano Dayak, ou encore Voyage au cœur de Boko Haram, tous publiés aux éditions La Matin. Merci, Sidik Abba. C'est un plaisir d'être à cette accepté notre invitation. Jean-Claude Félix Tchikaya, vous êtes sociologue, mais aussi un grand expert de la géopolitique et en géostratégie. Vous connaissez très bien la géopolitique africaine. Vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci, Jean-Claude Félix Tchikaya, d'avoir accepté notre invitation. Abdelkerim Koundou Goumi, vous êtes le président du pacte Projet pour une alternance crédible au Tchad, devenu mouvement le pacte des bâtisseurs. Vous êtes vous aussi un engagé politique au Tchad et c'est à juste titre que je vous invite. Merci. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Merci à vous. 2022, l'armée française est priée de quitter le Mali. 2023, l'armée française est priée de quitter le Burkina Faso. 2024, elle est priée de quitter le Niger. Et décembre 2024, elle est encore priée de quitter le Tchad. Et voici comment le président tchadien explique sa décision de voir partir de son pays l'armée française. On écoute le président tchadien. À la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure. Sidik Abba,
très rapidement, les mots utilisés par le président tchadien pour expliquer sa décision sont particuliers. Accord obsolète, complètement obsolète, aucune valeur ajoutée réelle. On est loin des codes et des éléments de langage de la diplomatie classique. Il n'y a même plus de diplomatie dans ce discours. Absolument, absolument. Vous avez raison de dire que ces mots ont été choisis. Ils ont leur signification, ils ont leur résonance. Et je pense que vous avez rappelé en début d'émission l'élément de surprise, puisque, comme on sait, cet accord, la dénonciation de cet accord est intervenue le jour même où le ministre français des Affaires étrangères venait d'être reçu en N'Djamena, et il n'y avait pas à cette occasion eu de signe indicateur de cette dénonciation. Le deuxième élément de surprise, c'est que, comme on sait, le président Macron a confié une négociation du partenariat militaire avec les pays concernés à Jean-Marie Bockel, l'ancien secrétaire d'État. C'est ça. Et à l'occasion de son séjour à N'Djamena, il est revenu avec le sentiment qu'on procéderait plutôt à un redimensionnement de la présence et non à une suppression. Je pense qu'il y a des éléments qui ont pu accélérer ce divorce entre la France et l'armée France, entre la France et le Tchad. Particulièrement, il faudra regarder, et je pense que beaucoup d'éléments tendent à le montrer. Vous savez, le Tchad a subi, dans la nuit du 27 au 28 octobre, une attaque militaire importante dans le bassin du lac Tchad. Plusieurs victimes militaires, et a lancé l'opération Ascanit. D'après les éléments que nous avons pu documenter, la France n'a pas apporté le soutien qui était attendu à l'armée tchadienne. Quand il parle d'absence de valeur ajoutée, c'est que vous savez, dans le reste du Sahel, souvent quand les armées nationales sollicitent l'armée française, ils demandent du temps pour référer à Paris. Et le temps qu'on réfère à Paris, l'attaque a déjà eu lieu. Et après, ce qui était attendu n'arrive pas en termes de dimension, en termes de soutien stratégique. Tout ça justifie l'expression absence de valeur ajoutée, absence de plus-value. Donc quand vous mettez cela ensemble, on arrive à ce divorce entre la France et le Tchad qui est une surprise et qui est un revers important pour la présence militaire française, parce que le Tchad était le dernier allié sahélien presque de l'armée française, puisque lorsque l'armée française, vous l'avez rappelé, a été chassée du Niger en août 2023, c'est au Tchad qu'elle s'est repliée. Oui. Une bonne partie du matériel a été ramenée au Tchad, une partie des effectifs a été rapatriée en France, mais c'est au Tchad qu'elle s'est repliée, avec l'espoir que le Tchad resterait pour longtemps encore le dernier allié, mais on est arrivé à cette situation, et je pense que la France doit s'interroger, puisque vous-même vous avez rappelé quand même une dénonciation successive, Mali, Burkina, Niger, aujourd'hui Tchad. Donc, il y a un problème, à mon avis. Il y a un problème. Justement, Jean-Claude Félix Tchikaya, on a de grands spécialistes en France, qu'ils soient militaires ou civils, des analystes politiques, des géopolitologues. Ils n'ont pas vu venir. À chaque fois, on est surpris. Qu'est-ce qui se passe? Mais, ce qui se passe, moi, je n'ai pas été tant surpris que cela, parce que cela bruisse depuis des décennies. C'est-à-dire que le timing surprend. Oui. Mais le fond d'écran du continent africain dans ses rapports avec la France, mais aussi les autres puissances géopolitiques, demande le changement de paradigme, pas un changement paradigmatique, sémantique, comme en France certains ont cru qu'il fallait donc effectuer, c'est pour reprendre les mots que l'on peut dire, nous, ici ou là, sans changer le fond de leurs actions et le fond de leur théorie dans leur rapport en termes de représentation qu'ils ont de l'Africain, des Africaines et de l'Afrique. Donc, c'est pour cela qu'à chaque fois, il y a un temps de retard, qui là est signifié et souligné par M. Déby. Comme vient de dire monsieur, comme ça a été rappelé, le temps de décision qui est pris démontre que la présence française, mais ça tout le monde, c'est un secret de polichinelle, l'armée française qui est la partie avancée géostratégique et géopolitique, qui ne veut pas lâcher, entre guillemets, ce qu'il y avait l'outrecuidance d'appeler un précaré. Un précaré, oui. Donc, le fait que ça soit l'armée, mais il dit bien tout au long de son
discours, comme ce qu'a pu dire monsieur le président du Sénégal, mais tous les présidents africains, et notamment francophones, et toutes les oppositions africaines, et toutes les sociétés africaines, civiles, que j'appelle la géopolitique des peuples, qui demandent, mais pas seulement maintenant, mais aujourd'hui avec de plus en plus de bruit, ce que leurs parents demandaient déjà, leurs arrière-grands-parents demandaient déjà, c'est un changement de paradigme, mais sur le plan théorique. Donc chaque pays, chaque État, chaque opposition vont faire leurs propositions de nouveaux rapports avec la France, la Grande-Bretagne et autres, pour se servir vraiment de la géopolitique et de la géostratégie pour rentrer dans le concert des nations autrement. Donc rentrer dans un 21e siècle. Et la France, malheureusement, n'a pas voulu comprendre. Où ils feignent, ils ont compris. Sauf que comme ces représentations sur l'Africa, d'Alger au Cap, en passant par Abidjan ou N'Djamena, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas assez changé. Ça n'a pas assez changé. Même la société civile française, même les médias, on voit bien que dans les commentaires, ils sont étonnés. Moi, je suis plutôt étonné qu'ils le soient. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment effectué le travail intellectuel, multidimensionnel, que ce soit sur le plan philosophique, sur le plan économique. Parce qu'il va y avoir aussi la dénonciation de plusieurs accords économiques. Et tous les accords... Vous pensez ? Mais bien sûr, parce que ce n'est pas seulement sur le plan militaire que la France et l'Afrique se doivent de changer de manière réciproque les rapports pour rentrer véritablement dans un 21e siècle qui se déleste de ce qui a, de manière terrible. Hier, il y avait encore sur Tiaroy et le massacre colonial, mais il y a eu des massacres coloniaux qui ne concernent pas seulement l'Afrique, mais aussi les Antilles, l'Amérique du Sud un peu plus loin pour la Guyane, mais aussi l'autre partie, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, qui eux aussi, qui sont des bras historiques de l'Afrique, demandent le changement de rapport. Donc on voit bien que c'est bien plus profond, c'est multidimensionnel, et que là, dans son discours, il dit, on pourrait croire que la charge est lourde. Mais oui, mais c'est inhabituel. Mais il parle au nom. Il parle au nom de plusieurs aïeux, pas seulement de son père, on connaît le type de régime, mais tous les types de régimes vont avoir ce discours, tous les types d'opposition, mais aussi les sociétés civiles. On est à un moment que la France n'a pas compris, mais que l'Afrique ne reviendra pas sur le pas qu'elle est en train d'effectuer. Donc, même ceux qui sont contre le président Déby, qui sont dans l'opposition, les oppositions auront peu ou prou la même demande, avec les mêmes convictions. Mais alors, il faudra se charger de mettre en place, au sein de chaque État et d'opposition, une nouvelle théorie pour appuyer donc de nouveaux rapports économiques, de nouveaux rapports, une vision philosophique de l'Afrique et des Africains, et de ne pas prendre ça comme un pot seul. Il y a 54 pays, il y a une pluralité de points de vue, mais globalement, de manière foncièrement, fondamentalement, les rapports doivent changer. Donc, ils ne peuvent être que, on pourrait croire, brutaux, ou croire à la brutalité de l'annonce. Mais ça vous surprend pas. Mais l'histoire de l'Afrique et de la France, les Africains ont tout tenté de le dire sur tous les tons. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, vous êtes en train de nous expliquer, on va l'approfondir, que la France n'a pas réussi à faire l'aggiornamento de son logiciel géopolitique et géostratégique sur le continent. Abdelkarim Koundougouny, vous êtes tchadien, je l'ai dit, engagé politique, êtes-vous au Tchad. On se souvient encore de l'armée française qui bombarde des colonnes de rebelles, de résistants, qui foncent sur N'Djamena. Il y en a même qui rentraient déjà souvent dans N'Djamena. L'armée française a sauvé à plusieurs reprises le pouvoir du père du président tchadien actuel. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Comment avez-vous vécu l'annonce ce dimanche 1er décembre 2024 de votre président? L'annonce de la rupture. Alors, pour nous, c'est à deux niveaux. D'abord, quand il s'agit de la souveraineté de notre pays, toutes les considérations de dynamique politique interne, aussi complexes qu'ils soient, cette dynamique s'arrête quand il s'agit de la souveraineté de notre peuple. Et cette demande, cette aspiration vient au plus profond du peuple tchadien depuis très longtemps.
Mamad Déby a dit quelque chose que ça n'a rien apporté. Ce n'est pas vrai. Ben oui, c'est cet accord-là, il est le produit de cet accord. Ben oui, bien sûr. Son père est le produit de cet accord. Cet accord de défense a été détourné de sa mission initiale en 1960, après les indépendances, qui était censée de permettre à notre République de bâtir une armée républicaine digne de ce nom pour pouvoir assurer la sécurité de notre pays et de nos institutions, a été dévoyé, détourné de sa mission et utilisé par la France comme levier de contrôle et de domination de notre peuple par des différents subterfuges. On peut tromper le peuple une fois. Domination de votre peuple. Tromper deux fois. Mais on ne peut pas continuer à tromper notre peuple plusieurs fois. Et cette demande de la suppression de cet accord n'émane pas seulement de ces régimes de Kaka, Mamad Déby. Non, ça demande depuis très longtemps. Même nous, au niveau ici en France, au niveau de survie, avec la société civile française, on s'est battu pendant très longtemps pour que les bases militaires et l'armée française quittent le Tchad, parce que ces bases servaient plutôt à protéger des dictatures implacables, à empêcher nos peuples à arriver à leur souveraineté nationale, à défendre leurs droits et à se choisir des leaders nationalistes, à l'image de Sankara, de Kwame Nkrumah, de Lumumba et d'autres. Donc, ce n'est pas une surprise. Aujourd'hui, plutôt, pour moi, c'est le vent de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Et ils n'ont pas le choix que de partir. C'est dommage que ce soit Mamad Déby qui le prononce, qui l'annonce. Parce qu'ils savent très bien, si c'est un président démocratiquement élu au Tchad arrivait, et que la société civile, le peuple tchadien, à l'unanimité déciderait, la première décision de prendre, c'était cette souveraineté nationale et de demander le départ pour permettre à notre peuple de pouvoir bâtir et de mettre en perspective des stratégies sécuritaires, des relations diplomatiques internationales et même de pouvoir bâtir une armée nationale digne de ce nom, parce que ces accords nous empêchaient de le faire. Le propos est très clair, Sédic Abba, très rapidement. Quand on voit quand on sait qu'en avril 2021, le président français prend le risque, le gros risque d'une incohérence politique en se rendant à N'Djamena, à l'investiture de l'actuel président. Et 3 ans après, il se voit dire « quitte chez moi ». Comment peut-on se tromper à ce point? Vous avez absolument raison de rappeler les incohérences de la politique française en Afrique, le double standard que la France a pu appliquer en expliquant que le coup d'État, puisqu'il s'agit d'un mode d'accession au pouvoir qui n'était pas constitutionnel au Tchad, en disant non, au Tchad, ce n'est pas un coup d'État, c'est un demi-coup d'État ou c'est quelque chose dont on peut s'accommoder, en sacrifiant la légalité sur le terrain de la stabilité, qu'on a besoin de la stabilité du Tchad pour lutter contre le terrorisme, en faisant cette incohérence et en accompagnant, puisque vous savez, au-delà même de la présence de Macron en avril 2021 comme seul chef d'État occidental, par la suite aussi, la France a accompagné la consolidation de l'installation du président Déby, puisque Macron avait dit publiquement qu'il avait eu la promesse que le président Déby mettrait en place une transition et ne se présenterait pas au terme de cette élection. Ensuite, la France a dit, bon, puisque c'est comme ça, on accepte qu'il se présente. Ensuite, a dit, on accepte qu'il gagne dans les conditions où ça s'est passé. Et du coup, aujourd'hui, la France se retrouve à payer le prix de sa propre incohérence. Vous ne pouvez pas dire que le coup d'État au Gabon est bon, le coup d'État en Guinée est bon, celui au Niger, au Mali n'est pas bon, etc. Donc, toutes ces incohérences-là de la France, aujourd'hui, elle les paye. Et je crois que, comme a dit Jean-Claude Chikaya, le problème de la France avec l'Afrique, c'est que d'abord, la France n'a pas compris que l'Afrique a changé. Elle était restée dans sa posture de précaré, de terrain conquis où elle pouvait dire non, vous n'avez pas le droit d'acheter. Je ne dis pas ça pour caricaturer, c'est parce que c'est vrai. Vous n'avez pas le droit, elle dit à tel chef d'État, vous n'avez pas le droit d'acheter des armes à la Russie. Elle dit à tel chef d'État, vous n'avez pas le droit d'avoir des relations économiques. Et bon, elle n'a pas compris que cela ne peut plus continuer. Qu'il y a une jeunesse 2.0, qu'il y a une élite aujourd'hui, il y a une diaspora, il y a une société civile qui ne peut pas accepter ça. Donc comme la France n'a pas changé alors que l'Afrique a changé,
finalement, elle ne peut que rater le virage. Elle a complètement raté le virage de ce changement, de cette évolution de l'Afrique. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec cette succession de surprises aujourd'hui. Je pense que si elle ne le fait pas, quoi que vous avez appelé son agéramonto aussi, elle ne fait pas son introspection pour voir qu'est-ce qui explique cette succession de déceptions, d'autres surprises pourraient venir. Jean-Claude Félix Tchikaya, on l'a dit, le Tchad était le dernier État du Sahel où il y avait la présence des militaires français. Ce n'est pas terrible pour la politique française de partir comme ça du Sahel, c'est fini. Après 10 ans, on se souvient de l'opération Barkhane, enfin Serval, plus Barkhane. Quand vous avez passé plus de 10 ans à marquer votre présence militaire dans une région et qu'on vous demande comme ça de partir, comment on vit ça du côté de Paris? Ça frôle l'incompétence volontaire, enfin, intellectuelle. Le but de l'émission, ce n'est pas de... C'est pas pour charger... Oui, c'est pas pour charger le propos. C'est qu'en face, l'Afrique, la représentation que la France avait des Africains et de l'Afrique, c'est que l'Africain ne pouvait pas regarder le Français les yeux dans les yeux pour dire qu'il est d'accord ou pas d'accord. Et bien là, ça lui est sommé. Ça lui était déjà sommé par nos parents, par nos grands-parents, et ainsi de suite. Et on voit bien, Tiaroy, on envoie le ministre des Affaires étrangères, le président de la République, envoie une lettre, mais ne se rend pas au Sénégal, alors qu'il y a des nouvelles autorités. Quand la France, je fais un pas de côté, après la Deuxième Guerre mondiale, veut nouer une amitié avec l'Allemagne, ils se sont affrontés 3 fois et ont créé des guerres mondiales. Ils font des voyages à Berlin et à Paris. Et il y a vraiment, pas seulement les mains qui se serrent de manière historique pour la photo, mais tous les accords changent. Et notamment, l'Allemagne continue à payer au niveau du préjudice. Bien sûr. Colonisation de la France, aucun procès. L'esclavage, aucun procès. France-Afrique, aucun procès. On peut annoncer ici que les nouvelles générations, non seulement vont pas dire seulement un changement théorique et de paradigme, mais colonisation, un procès. Pendant qu'il y avait Nuremberg, il n'y a pas eu en 1960 et 62 de procès. Il faut savoir qu'il faut mettre les pieds dans le plat. On ne peut pas être une république et avoir des colonies. On ne peut pas être démocratique et avoir des colonies. Donc, tous, aujourd'hui, comme hier... que les États africains francophones étaient restés des colonies? En tout cas, dans leur imaginaire. Non, pendant la colonisation. D'accord. La France, la 4e République, par exemple. Oui. Mon grand-père et autres, qui a cofondé le RDA, rappelaient cela à la France. Vous ne pouvez pas vous dire République et démocratie si vous gardez donc des colonies. Mon grand-père était vice-président de l'AEF, notamment aussi du Tchad. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu pendant les accords, notamment du Tchad et de l'armée? Sauf qu'il y a eu un dévoiement des accords qui ont été mis en place par Foccart avec l'annonce, avec le soutien, et même plus que cela, de tous ceux qui se sont succédés, gauche et droite. Quand je vous dis que c'est multidimensionnel, la gauche ne peut pas faire la leçon à la droite ne peut pas faire la leçon à la gauche ni le centre. Donc la France doit faire son introspection, la France politique, philosophique, économique. De le rappeler. Et c'est important. Ça ne veut pas dire que... quand je parle d'incompétence, je sais que les Français, comme tous les peuples du monde, et notamment que ce soit les élites ou non, ont les compétences intellectuelles. Bien sûr, donc c'est éviter de vouloir voir ce qui est flagrant. D'ailleurs, c'est eux qui forment nos armées. Ce qui est flagrant. Ce qui est flagrant, je ne suis pas en train de dire ce qu'on nous a... On nous a affublés comme... on avait un doute capacitaire sur les Noirs, sur les Africains, les Arabes et autres. Non, on se regarde tous dans les yeux, avec chacun notre cerveau. Merci. Changeons les rapports géopolitiques. C'est le moment, c'est le temps de l'affirmation. C'est le temps de l'affirmation. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal, le numéro de ce jour est consacré au Tchad, qui vient de décider de voir partir l'armée française du Tchad. Un nouvel invité m'a rejoint, Pierre Mokoko. Vous êtes juriste, écrivain, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, et on y est, de plein pied, Afrique, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme, nouvelle édition enrichie et actualisée, publiée aux éditions Snap, les gâchis français. De quoi parlez-vous dans ce livre? Vous parlez de gâchis. Ça colle à l'actualité? Ça colle. Je suis très embêté. La France fait n'importe quoi. Voilà, fait n'importe quoi. La France a eu beaucoup de chance d'avoir les Africains et la France a fait tout pour perdre les Africains. Et on y est. Comment avez-vous vécu l'annonce faite par le Tchad de... Alors, je n'étais pas surpris. Ah, vous non plus, vous n'étiez pas surpris? Non, je n'étais pas surpris. Je savais que ça allait arriver. Je n'ai pas envie de me mettre en avant, mais dans ce livre, certains de mes lecteurs disent qu'il est prémonitoire et prophétique. J'avais fait une analyse hypothético-déductive. Donc, j'ai présenté les choses, les faits. Et quand j'ai constaté l'énervement des Africains, je me suis dit, ça va arriver. La France Ce n'était pas un épiphénomène, c'était un phénomène profond. Ça allait arriver. Ça allait arriver. Et là, ça ne me tourne pas du tout. Et malheureusement, ce n'est que le début. Ah, ce n'est que le début. Oui, un peu comme Jean-Claude Félix Tika l'a dit dans la première partie de notre émission Sédi Kaba. Pour comprendre quelque chose, très rapidement. Vous nous avez dit dans la première partie de notre émission, le Tchad avait été attaqué et l'armée française n'a pas répondu. La question c'est, comment se fait-il que, après tant d'années de partenariat et de coopération, on n'ait pas pu mettre en place un dispositif, un système de validation qui permet à l'armée française, en cas d'attaque, d'intervenir immédiatement, plutôt que d'attendre que l'ordre vienne de Paris à chaque fois? Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois que, et ça, au-delà du Tchad, les mêmes récriminations sont entendues dans les autres pays du Sahel. Vous savez, ce qui a conduit au rejet de la présence militaire française au Niger, particulièrement récemment, avec les manifestations monstres qu'il y a eu, c'est que l'opinion en était arrivée à se demander comment une telle présence militaire peut-elle se faire sur le territoire du Niger et que les Niger soient régulièrement attaqués, des colonnes de 50 motos, 100 motos, 150 motos, puissent se déplacer alors qu'il y a des moyens satellitaires qui sont répandus. Parce que, en réalité, l'erreur, je pense, c'est que le dispositif étranger, la présence militaire française, n'a pas été intégrée à la stratégie nationale. Elle ne s'est pas intégrée à la stratégie nationale. Elle est restée toujours dépendante de Paris. Elle devrait? Elle l'aurait dû. C'est-à-dire que si vous êtes sur le territoire du Niger et qu'il y a une attaque à quelques 100 km et que le Niger vous sollicite, vous devez être en mesure immédiatement de donner une réponse. Et non de référer à Paris qui va faire un circuit et que le lendemain seulement de l'attaque, on vous donne l'autorisation de venir alors que les djihadistes sont partis. Parce que si vous étiez dans le dispositif, en tout cas si vous avez mis un raccourci au moins de décision, ça vous permet immédiatement de s'en référer à Paris, de prendre un certain nombre de décisions. Mais c'est cette inaction qui a créé l'incompréhension et qui amène aujourd'hui à dire quelle est la valeur ajoutée. Parce qu'il y a de l'inaction en réalité. Ce n'est pas au Tchad seulement. Dans les autres pays au Sahel aussi, on a appris comment on peut être attaqué et que l'armée française soit à côté, à Bamako, soit à Ouagadougou. Bon, d'accord. Vous êtes spécialiste du Sahel. Oui. Quelle est la philosophie qui est derrière cette stratégie? Oui, mais si on peut appeler ça stratégie. C'est-à-dire que le schéma est resté, c'est lui. Voilà, Paris a gardé. Les priorités sont définies par Paris et dans l'intérieur de Paris seulement, en essayant de dire qu'on doit être présent sur le Sahel, mais qu'il y ait le moins de morts possible. La technique de zéro mort, parce qu'à chaque fois qu'il y a un soldat français qui décède, il y a une énorme émotion ici. On organise un hommage national aux invalides, etc. Et pour l'opinion française,
le prix politique n'est pas assumé. Oui, mais il n'a pas vocation non plus à se substituer aux armées nationales. Non, il s'agit d'accompagner. Il ne s'agit pas d'aller faire la guerre. Et je pense que c'est ça l'erreur que la France a commise. La France elle-même a commis l'erreur d'être prise à son propre piège. Elle n'a pas favorisé la montée en puissance des armées en leur fournissant l'équipement dont ils ont besoin, en leur fournissant les moyens dont ils ont besoin. Il y a eu pendant longtemps, et c'est par le passé, pour ceux qui suivent la question, ce n'est qu'au Niger, quand la France a été évincée du Mali, qu'elle a dit qu'on va maintenant faire, on va avoir un partenariat de combat. Avant, la France combattait à côté des armées africaines et non avec les armées africaines. Et ça a été son erreur. C'est après le Mali seulement qu'elle a dit, maintenant on va faire un partenariat de combat. Si vous prenez ce qui s'est passé au Mali et au Burkina, la France avait ses casernes éloignées de celles des armées africaines. La France avait sa caserne là-bas, l'armée du Mali avait sa caserne là-bas. C'est au Niger seulement, après l'échec du Mali, qu'elle a dit on va faire un partenariat de combat. Et même là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Finalement, parce que c'était trop tard. La question est devenue, comment dire, le niveau des... Ça, c'était sous Bazoum. C'était sous Bazoum. Et puis après l'échec du Mali, parce que l'armée française a quitté, le dernier soldat français a quitté en août 2022 le Mali, et ils se sont repliés au Niger. Le partenariat de combat n'avait pas commencé. La seule chose que le partenariat de combat a permis, c'est d'avoir une caserne mixte franco-nigérienne. Alors que ce qu'il aurait fallu, dès le début de la guerre au Sahel, c'était d'avoir des brigades franco-africaines dans lesquelles les armées françaises combattent avec les armées africaines. Non, la France a fait sa guerre, les armées africaines ont fait leur guerre, et finalement, personne n'a gagné la guerre. On s'est retrouvé avec aujourd'hui un terrorisme qui a quitté le Sahel et qui est en train de venir dans les pays du Golfe de Guinée, avec les attaques répétées contre le Togo, avec les attaques répétées contre le Bénin. Effectivement. Jean-Claude Félix Tikaya, tout ça arrive à un moment où des partenaires nouveaux prennent pied sur le continent. Je pense notamment à la Russie, à la Chine. Et là, les enjeux deviennent complexes. Ils se jouent sur nos territoires, dans nos États, des enjeux qui nous dépassent et qui impliquent des puissances étrangères au continent. Sauf que les partenaires ne sont pas si nouveaux que ça. Oui. Le panafricanisme est né au milieu des années 50, la France-Afrique au milieu des années 40. Il y avait une guerre entre guillemets théorique entre le capitalisme, le communisme et autres, et une partie des oppositions ou des partis ou des régimes sont soit devenus communistes, socialistes ou ceci, cela. Et la partie qui est restée donc du côté de la France, donc de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Ça a été dit, je souscris à ce que vient de dire Sely Camara. C'est-à-dire que la présence était d'abord géostratégique. Et là, depuis une panique idéologique, pas assez pensée, ben oui, on change de paradigme et on devient des partenaires. Sauf que c'était trop précipité et que le travail ne pouvait être effectué dans ce type de contexte ou avec des terroristes qui, eux, ont une connaissance de la région ou de leur propre pays ou de leur propre continent et combattaient les deux. Non seulement la présence française et autres partenaires, mais aussi les oppositions et autres. Donc, ça veut bien dire que sur le plan du paradigme, c'est vraiment la théorie, mais les représentations qu'il fallait travailler. Et bien de ceux qui sont encore en place n'ont pas opéré ce changement intellectuel. Et je vais même plus loin. S'il y avait un sondage ou un référendum en France hexagonale et outre-mer, sur quelle question? Sur la question, est-ce que la France doit changer ses rapports avec l'Afrique? Oui. En outre-mer, 100%. En France hexagonale, 95%. Donc, ceux qui sont en retard, c'est la partie politique, la partie diplomatique et la partie économique, qui sent déjà le vent tourner. Voyez déjà et posez des questions avec ceux qui sont en place et qui habitent dans les meilleurs endroits des capitales africaines et qui vivent très bien. Oui. Donc, quand j'entends parler du sentiment anti-français, non. C'est pas un sentiment, c'est une exigence
politique. Oui. Quand il y a eu la colonisation, Justement. il n'y a aucun Africain qui a dit il y a un sentiment anti-africain. On est contre le c'est une colonialisme. exigence. Et là, il y a encore un propos politique. Oui. On est contre ces rapports socio-politiques et géopolitiques. Donc, il faut bien nommer les choses et ne pas vouloir transformer tout un continent tout d'un coup, l'affubler d'un racisme. Parce que c'est ça. Derrière ce mot anti-français, c'est affubler tous les Africains et toutes les Africaines d'un racisme soudain. Non, c'est ce que disent les jeunes et les moins jeunes de 7 à 90 ans. Changeons le rapport. Et on n'a pas besoin de tomber dans une vision raciste des choses. Ouais, quand on met avant tout de- sur table, eh ben, propos- les choses doivent se changer réciproquement dans un mouvement réciproque. Pierre Moukoko, ce qui est frappant, c'est à la fois la nature, le profit des acteurs actuels qui disent non à la France et la rhétorique. Quand vous écoutez le président sénégalais, vous vous pincez pour savoir si c'est un chef de... C'est à la France qu'on est en train de parler comme ça. Oh, ça va commencer à classer. Quelque chose a changé. Absolument. Il y a longtemps. Il fallait... Mais là, on a une nouvelle génération de leaders qui n'est plus du tout complexée et qui ne s'embarrasse pas de formules diplomatiques pour marquer une forme de déférence, mais qui disent cash et Alors, net les choses. La bonne question qui convient C'est de frappant. poser, en réalité, c'est pourquoi la France a voulu rester en Afrique? Pourquoi faire? Pour les Africains ou pour la France? Je vais quitter un peu le Sahel, si vous voulez. Souvenez-vous, en 1964, le premier président gabonais, Léon Mba, Oui. est tombé. Une putsch au niveau interne. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La France est venue le sauver. Oui. La France est venue le sauver. Dans un premier temps, oui. Ils l'ont sauvé, ils l'ont remis, etc. Alors que normalement, la convention qui liait le Gabon et la France disait lorsque l'État gabonais est attaqué De l'extérieur. et non de l'intérieur. On est d'accord. Monsieur le président Gbagbo a été attaqué, ça venait de l'extérieur. Eh bien, madame la ministre de la Défense, Alio Marie, a dit non, c'est une affaire ivoirienne. Vous voyez, la France regarde que ses intérêts. Que ses intérêts. Et là, les Africains l'ont compris et ils en ont assez. Et ça donne ce que c'est en train de donner. Non, moi je suis absolument d'accord avec ce que vous avez souligné. Il y a aujourd'hui des dirigeants africains décomplexés. Totalement. Qui ne sont pas... Il n'y a pas... C'est pas une hostilité à la France. Non. Mais ce que les gens veulent, c'est un partenariat gagnant-gagnant Exactement. avec un respect réciproque. Si vous avez écouté le président sénégalais, il parlait de réciprocité dans le comportement, dans beaucoup de choses. Or, cette réciprocité a manqué. La diplomatie verticale que la France a eue dans ses relations avec ses anciennes colonies, elle ne peut plus marcher avec des injonctions. Ce qui a pu alimenter les incompréhensions avec les pays du Sahel, c'est cette posture d'injonction envers les pays souverains qui n'a pas passé. Vous vous souvenez, et ce n'est pas anecdotique, lorsque en novembre 2019 à Bruxelles, le président Macron dit il y aura la semaine prochaine une réunion du G5 Sahel, c'est à la télé que les chefs d'État des pays du G5 Sahel ont appris. Il y a quand même une maladresse diplomatique et un manque de considération. Si vous vous souvenez, à l'époque, quand le contexte a changé, ce sont les opinions publiques qui ont dit vous n'allez pas à cette convocation, vous n'êtes pas de sous-préfet. Et on peut multiplier les exemples de cette maladresse. Vous parliez de Montpellier. Oui, de Pau. De Pau, pardon. Le Pau, finalement, le Pau n'a pas eu lieu en décembre, mais en janvier. Oui. Parce que l'Élysée a rétro-pédalé en disant oui, mais c'est une maladresse. Ils ont essayé de rattraper. Mais ce n'est pas le seul. En octobre 2020, et tout le monde a été témoin, à Bamako, le premier ministre de la transition, Mokhtar Wane, fait une conférence de presse avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et le Premier ministre du Mali dit officiellement, puisque les assises nationales nous ont mandatés pour négocier avec les djihadistes, on va ouvrir un canal de discussion. Le ministre des Affaires étrangères le reprend pour dire que la France n'est pas d'accord pour que le Mali négocie. Donc, quand vous avez des choses comme ça,
Les Maliens veulent négocier au nom du Mali, ils ne négocient pas au nom de la France. La France n'a pas à être d'accord ou ne pas être d'accord. Donc il y a eu une multiplication de ce genre de maladresse. Les acteurs impliqués dans bien sûr, mais qu'ils soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord, c'est au pays souverain de négocier. Si la France a un point de vue, elle peut dire. Mais il y a eu donc, pendant cette... Je pense que ce n'est pas surprenant que ces événements arrivent dans cette conjoncture, dans la relation entre la France et l'Afrique. Parce qu'il y a eu des facteurs aggravants. Il y a eu des facteurs qui ont conduit à cette dégradation. Parce que, vous savez, il faut... je pense que c'est une question plus profonde. La connaissance de l'Afrique a beaucoup baissé dans les élites françaises. En Afrique, par exemple, le fait que... on peut multiplier les exemples. Il faut connaître les canaux, c'est ça aussi la diplomatie. Et il faut connaître aussi les subtilités dans la relation avec l'autre. Je termine par cette anecdote, sinon je peux en donner plusieurs. Vous savez, lorsque le président Macron avait décidé pour la première fois d'aller au Mali, à Gao, en 2017, tous ceux qui connaissent l'Afrique lui ont dit « Monsieur le Président, allez-y à Bamako, et de Bamako, vous continuez avec votre homologue malien. » Il a dit « Non, moi je vais à Gao, le président malien n'a qu'à venir me rejoindre là-bas. » Or, en Afrique, l'âge précède la fonction. Bien sûr. Il aurait été plus correct et plus courtois que le président français se rende à Bamako, continue avec, mais il a choisi une autre chose. Et donc tout ça a créé, je ne parle même pas, vous savez ce que Macron avait dit par rapport à la crise anglophone, à Porte de Versailles, disant qu'il allait rappeler le lendemain le président Biya pour lui demander des comptes, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont conduit... Que la jeune génération a mal vécu. Mais bien sûr, parce que l'Afrique a changé. Donc le comportement envers l'Afrique doit changer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et ça a alimenté cette sorte d'incompréhension. Même dans le cas spécifique du Mali, la France a mal géré le contentieux avec le Mali. Et ça a été un facteur aggravant et ça nous a amené à la situation du... Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission, le numéro de ce jour est consacré au Tchad. Le Tchad qui vient donc de décider du départ de l'armée française du territoire tchadien. Abdelkerim Koundou Goumi, merci de nous avoir rejoints. Quelle va être la suite maintenant? Vous demandez à l'armée française de partir dans 6 mois. Le départ devrait pouvoir être effectif. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Pour vous, Tchadiens, oui. Ça va apporter quoi? Qu'est-ce que vous pensez gagner comme gain? Beaucoup. D'abord, pour le peuple tchadien, oui, de pouvoir enfin s'occuper de ses affaires, sans une ingérence extérieure, ni une présence militaire qui sert de parapluie et de marteau à un régime. Ça, c'est déjà la dynamique politique. Ne serait que sur le plan de la symbolique. Rien que la symbolique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça permettra une dynamique politique interne plus efficace au changement, plus efficace à un peuple de pouvoir enfin atteindre sa souveraineté. Si Mamad Déby est vrai dans sa prise de position, on l'appelle à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire? Jusqu'au bout de la souveraineté du peuple. C'est quoi le bout? Jusqu'au bout d'aller, c'est de rendre cette souveraineté aux Tchadiens en leur permettant de choisir eux-mêmes leurs dirigeants et parce que le peuple est dépositaire de cette souveraineté. On ne peut pas crier souveraineté contre la France et confisquer la souveraineté du peuple. C'est ça le danger. On est d'accord. Et la deuxième chose sur le principe, on est d'accord. Et la deuxième chose qui est vraiment intéressante, la résistance tchadienne n'aura pas des avions français qui vont les bombarder quand ils vont prendre les armes pour aller se défendre et libérer le peuple. D'accord. Parce que le plus grand frein au changement, le plus grand frein aux aspirations du peuple tchadien, justement, c'était cette armée française qui, à chaque fois, quand les Tchadiens se levaient, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient dans les urnes, qu'ils soient par les armes,
à chaque fois, la France intervenait et à chaque fois, la France, les avions français et des militaires français tiraient sur des résistants tchadiens. C'est très intéressant. Et Idriss Déby, son père, monnayait justement ces accords. N'oubliez pas, ces accords étaient obsolètes en 2019. C'est Idriss Déby qui les a renouvelés pour pouvoir sauver son régime afin que les avions français bombardent la résistance tchadienne. Aujourd'hui, ces accords ont été maintenus parce que Mamad Déby a accepté d'être président. Donc, finalement, aujourd'hui, il n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, à l'heure de vérité. À la croisée des chemins. Et à l'heure de vérité. Et le peuple tchadien ira jusqu'au bout. Ira jusqu'au bout pour affirmer cette souveraineté. C'est très intéressant ce qu'il dit, Jean-Claude Félix Hikaya, sauf que vous m'excuserez de relever quelques petites failles de votre analyse. Le président tchadien, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Oui. Ce n'est pas un novice en politique. Il n'a pas pu dire aux Français partez sans avoir assuré ses arrières. Et il y a forcément un autre partenaire de substitution. Ne soyons pas naïfs, disons les choses clairement. Alors, quand il dit la résistance tchadienne n'aura plus d'avions français qui vont les bombarder, mais peut-être qu'il n'y a pas que la France qui a des avions de bombardiers. Non. Il n'y a que la France comme puissance qui s'ingère. Les autres puissances sont aussi très intéressantes puisque ces puissances-là ont montré que leur neutralité quand il s'agit des problèmes internes. Et nous, on n'a pas de problème avec aucune autre puissance. D'accord. Mais je vous pose la question. On disait dans la deuxième partie, tout ça arrive à un moment où des partenaires nouveaux gagnent en influence sur le continent. On le sait, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a une coopération avec les Russes qui se renforce de plus en plus. Le Tchad ne va pas y échapper. Permettez-moi d'ouvrir le spectre géopolitique. Quand je parle de la géopolitique des peuples, c'est-à-dire que les peuples africains, comme les autres peuples des autres continents, ne baignent pas dans la candeur. Donc pourquoi je prends ce terme de géopolitique des peuples? Parce qu'ils voient comment la géopolitique et la géostratégie impactent leur quotidien. Quand l'armée française, c'est une anomalie qu'elle soit en permanence dans certains pays. Il n'y a aucune armée française, aucune armée africaine en France. Donc, et quand dans le partenariat, quand il s'agit d'intervenir, il y a un retard à l'allumage. Sur le plan géopolitique, certes, moi, je n'ai pas de tropisme pour la Russie, la Chine ou autre. Il faut, de toute façon, jeunes et moins jeunes, opposition et au pouvoir, et surtout les sociétés civiles, demandent à leur pouvoir, et notamment aux oppositions, de peser sur les décisions avec les géopolitiques et la partie géostratégique et géoéconomique. Parce qu'ils savent tout ce qui est encore pillé. Ils savent tous les mécanismes de prédation encore qui leur privent d'un quotidien beaucoup plus digne pour tous et chacun. Donc, ils vont pas... ça a été dit dans le discours du président de Déby. C'est pas pour changer de maître, c'est force. Parce que maître, c'est une terminologie de l'esclavage et de la colonisation. Donc, moi, je suis pour nos tutelles. Mais la géopolitique, c'est parler avec le monde, dans le concert du monde, sans vouloir copier-coller avec un régime despotique, autocratique ou autre. Mais dans le panafricanisme, à l'intérieur même du panafricanisme, la démocratie est à l'intérieur. Et quand on regarde l'histoire du panafricanisme, entre 60 et 70, 70 et 80, on ne va pas aller plus loin. Ceux qui ont tourné le dos, et notamment des fondateurs, à l'esprit démocratique, au pluralisme, à la souveraineté, ils ont chuté. Ils ont sauté, entre guillemets. Donc le retour à la démocratie, à l'idée démocratique, c'est pas prendre un modèle qui serait extérieur à l'Afrique. Il suffit de se pencher sur l'histoire de l'Afrique. Comme l'impérialisme n'est pas étranger à la Chine ou étranger à la Russie, comme certains ignorent que la Russie a été aussi un empire colonial. Donc l'important, c'est de se dire, comme dans les autres pays du monde, les Africains ne baignent pas dans une géopolitique candide. Donc la géopolitique, c'est les rapports de force, c'est la concurrence. Donc il faut se mettre à ce diapason. Et les générations d'aujourd'hui ne lâcheront aucune once sur cette partie-là. Et ils n'ont pas envie d'être sous la tutelle de Moscou, de la Chine ou autre. Après, ils ne sont pas dupes de la force des puissances géostratégiques. Donc ils vont demander à leurs présidents et présidentes de monter en gamme
pas seulement pour leur quotidien, mais ils ne sont pas dupes, monter en gamme, pas seulement dans des discours qui vont renvoyer les uns chez eux ou qui vont dire on va plus à Moscou et en Chine, mais quel est le résultat? Quel est le résultat? Où vont nos matières premières? Où va notre sécurité? Où va notre sécurité sur le plan international? C'est-à-dire qu'on va équilibrons le débat. Faisons en sorte que notre émission ne soit pas une sorte de réquisitoire contre la médecine. Ce n'est pas le but. Quoi qu'on nous dise, souvent, c'est nous-mêmes qui leur faisons appel. On peut nous raconter que dans les coulisses, c'était la France qui a demandé à Diokounda Traoré de demander l'appui de la... Mais l'histoire officielle nous dit que c'est le Mali qui avait demandé l'intervention de l'armée française au Mali. Nous étions en 2013. L'histoire ne nous dit pas que des pays africains se sont retrouvés pour aller sauver le Mali des mains des terroristes. Donc nous avons aussi notre part de responsabilité si l'armée française a pris autant d'importance et d'influence sur le continent. Absolument, absolument. Et je peux même aller plus loin que vous, parce que j'ai été témoin en mai 2013 à Addis Abeba, lorsque les gens avaient fait le procès de cette intervention, avaient annoncé la création de la capacité africaine de réaction rapide aux crises, la CARI, en 2013. 10 ans après, on n'a pas réuni cette force. Donc, il y a de la place pour notre propre autocritique, notre responsabilité. Oui, mais en face, si vous regardez... En face, les gens font tout pour que ça n'arrive pas. Non, il faut laisser. Bien sûr, mais il faut nous... Justement, c'est ça, si on demande aux gens de nous laisser faire ça, ils ne le laisseront pas faire. Ben oui, bien sûr. Il nous appartient d'imposer. Oui, mais la dépendance était justement la conséquence. Il faut s'affranchir de la dépendance. Ce n'est pas une fatalité. C'est pas celui qui vous domine qui va vous donner. C'est à nous d'arracher. On n'a pas voulu. Lorsqu'on avait dit ça, ça c'est aussi, il faut qu'on regarde notre propre incohérence. Lorsqu'on a annoncé ça à Addis Abeba, il était question le lendemain que des volontaires donnent des troupes et personne n'a donné. Mais qui a cassé cela? Mais les gens ne vont pas nous laisser. Voilà, mais il faut que nous nous battions contre eux. On ne peut pas dire que c'est... Il faut que nous nous battions contre eux. Il faut que la solidarité... Au-delà même de ça, quand vous regardez la solidarité africaine avec les pays qui sont aujourd'hui en crise, elle est inexistante. C'est ça. Il y a des pays qui peuvent donner de l'essence. Ils n'ont pas besoin d'une autorisation pour donner du carburant aux armées qui se battent. C'est exact. Ils n'ont pas besoin d'une autorisation pour donner... Il y a des pays africains, l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria, qui produisent même des armes, qui fabriquent même des armes. Bien sûr, on n'a pas, à part le Rwanda qui a donné au G5 Sahel un chèque de 1,5 million de francs CFA à l'époque où on voulait monter la force africaine, de dollars plutôt, 1,5 million de dollars. Au moment où on voulait monter la force africaine en attente, on cherchait de l'argent à Bruxelles, on pouvait le mobiliser sur le continent. Donc il y a aussi notre responsabilité. La question, c'est à des niveaux différents. Par exemple, on avait dit aux Africains de prendre leurs responsabilités parce qu'ils ne peuvent pas toujours être assistés. Les Africains ont dit d'accord, on va le faire. Maintenant, il faut accompagner les forces africaines en attente. Ça fait combien de milliers d'hommes? Ça fait 5 régions d'Afrique qui sont mobilisées et disponibles. La seule chose qu'on leur a demandé à ces pays occidentaux, c'est de ne pas faire à notre place, mais de nous laisser faire et de nous accompagner financièrement, mais c'est ça, le faire. C'est ça. Celui qui donne l'argent. Celui qui donne comment? La réponse était quoi? Non, tant que ce n'est pas nous qu'on utilise ces matériels, c'est nous qu'on utilise ces technologies, parce que c'est leur argent. Parce que c'est leur argent. Donc en même temps, on nous donne quelque chose par la main droite et par la main gauche, on est en train de scier la chose. Vous imaginez? Nous-mêmes, on doit être capable de nous passer de leur aide. Regardez l'AES. Aujourd'hui, l'AES a réussi là où des armées françaises ou de l'ONU, tout ont échoué. Ces armées ont échoué, donc pourquoi? Avec rien, on a réussi. Mais vous savez, même dans le cas de l'AES, quelle est la solidarité africaine qui s'est manifestée à l'endroit de l'AES? Non. Pour l'instant, elle n'a pas. Mais il faut que l'AES fasse ses preuves. À ce moment-là, il faut le donner. Aujourd'hui, l'AES est l'embryon. L'embryon va grandir. Une fois que l'embryon fera sa preuve, vous allez voir, ça devient un modèle pour l'Afrique. Parce que c'est une intégration africano-africaine. Donc il faut attendre que les autres réussissent d'abord il faut des modèles fonctionnels comme le prototype. Nulle part ça a fonctionné en Afrique. Et aujourd'hui, c'est une opinion, c'est une idée. Oui, pour moi, je crois fermement que tant que les Africains n'ont pas fait fonctionner des prototypes indépendants, conçus, pensés et appliqués par les Africains, ça a marché.
vous allez voir, toute l'Afrique va suivre cela. Non, moi je pense que, honnêtement, ma conviction Allez, c'est que puis- tout n'est pas de la responsabilité de l'extérieur. Ah, ça, c'est sûr. Il y a une part de responsabilité qui est à Personne ne nous. le dira dans cette Et si on ne se met pas dans la posture de nous affranchir, d'arracher, les autres voudront toujours qu'on reste dans la position actuelle parce que c'est ça qui leur permet de nous dominer. Mais qui va arracher? Nous-mêmes. Alors, Donc, les leaders démocratiques. on laisse Pardon. monsieur Félix Tikaya. Merci, Jean-Claude j'ai envie de Félix. dire un grand merci. Merci infiniment de cette question. Ouais. Parce que pour être dominé, il y a aussi une part de responsabilité, parfois majeure. Pas des oppositions, mais des régimes nous ont rendus vulnérables. Comment ça? Le fait qu'il n'y ait pas de pluralisme, le fait qu'il n'y ait pas des États et des infrastructures puissantes, Mais ça, ces en régimes- marche. mais ces Attention. régimes-là- Non, mais la géopolitique, c'est un combat. C'est pas, on n'a pas à être. On n'a pas. Oui, je vais finir. On a. Oui, mais en fait, moi, je pense qu'il faut moi, changer. ce que Attends, j'ai dit, c'est que juste, c'est je pas finis. nous. Je C'est finis. des régimes installés. Je vous ai Ah pas. C'est des gens qui sont venus dans l'avion. Attendez, je ne vous ai pas interrompu. Bah oui, Il faut c'est ce que changer. je défends. Il faut changer, je pense aussi sur le plan psychosociologique de terminologie. On n'a pas à être assisté. On n'a pas été accompagné. Ça, c'est le principe. Non, c'est pas un principe. En géopolitique, vous entendrez jamais un Américain demander à être accompagné, ni un Russe, ni un Chinois. Non, Aller dans ça- n'importe quelle réunion. Non, parce qu'il y a En une fait- terminologie. En fait, la question, c'est... Attendez, juste je finis. Oui. Je vous ai pas interrompu. Moi, je pense on ne peut pas demander, et ça c'est important, c'est un préalable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux futurs partenaires, parce qu'on ne va pas arrêter de parler avec la France, on ne va pas arrêter de parler avec la Grande-Bretagne, avec ceci ou cela. Ceux à qui on demande de changer, c'est la vie diplomatique. On ne va pas se fermer au monde. Bien sûr. C'est pas seulement parce qu'on n'est pas assez puissant. L'Afrique, sur le plan du PIB mondial, on ne pèse que 4%. À l'intérieur de l'Afrique, l'Afrique du Nord, sur le plan économique, échange Voilà, à 3 ou 4% entre eux. Sur le plan de l'Afrique subsaharienne, 48 pays, ils n'échangent. Non, c'est mon discours. Laissez-moi finir. Non, mais il faut. Si on doit le changement, il ne peut être que le résultat d'introspection de chaque pays régional et dans un mouvement réciproque. On ne change pas tout seul. Moi, je vous réponds très facilement, très simplement. C'est le discours qu'on utilise pour dire aux Africains. Non, je ne vous ai pas coupé. Je vous ai pas coupé. Non, mais ne me faites pas dire que moi je suis téléguidé. Laissez-moi finir. Je vous parle avec mon cerveau. Nous tous. Je vous parle avec mon cerveau. Nous tous. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est de dire. Dites que moi je vais dire ça, mais ne me dites pas. C'est la narration. C'est ces récits. C'est pas une narration. C'est le récit qu'ils utilisent pour dire que. C'est le récit qu'on utilise, qu'on dit les Africains, il n'y a rien. On n'a jamais dit ça. Qui a dit ça? Mais l'économie africaine, c'est quoi? C'est le produit, c'est les matières brutes qu'on a. On est les premiers dans le monde. Mais qui a dit le contraire? D'accord? L'économie africaine, on a tout ce qu'il faut. On est le plus puissant du monde. Le monde entier vient se servir chez nous. Non, le monde entier vient se servir chez nous. S'il n'y avait rien en Afrique, il n'y aura pas toutes ces puissances-là chez nous. Mais qui a dit non, laissez-moi finir. Au contraire, non, moi, ce que j'ai dit, c'est que nous devons justement aussi nous débarrasser de ce discours, combattre ce discours. Mais c'est pas un discours, c'est une vision économique. Il n'y a aucun formatage de domination coloniale et néocoloniale pour dire à notre peuple qu'on est toujours encore des enfants qu'il fallait prendre en compte. Qui a dit ça? C'est les colons qui disent. Mais c'est la France. Mais non, mais qui a dit ça ici sur le plateau? Alors, c'est bon. Alors, pourquoi nos armées n'arrivent pas à se défendre? Mais quand vous dites... Vous avez demandé qu'il faut Mais quand vous dites que nos chefs d'État, qu'on ne peut rien faire, que nos chefs d'État sont installés... Non, pas tous. De toute façon, pas tous. Mais c'est le discours... La révolution vient de se passer au Sénégal. La révolution se passe à l'Afrique du Sud. Donc on peut quelque chose. Donc ça veut dire que nous pouvons quelque chose. Donc ça veut dire que nous avons nos responsabilités aussi. Personne n'a dit qu'on n'est pas responsable. C'est ce que disait Ce que je dis, c'est qu'on est en capacité. Mais qui a dit? Mais personne n'a émis de doute capacitaire sur l'Africain. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire justement qu'il ne faut pas avoir de doute capacitaire. Donc je vais à l'inverse de ce que vous prêtez comme intention et vision. Non, mais c'est pas ce que je viens de dire. Ce que vous m'avez fait dire, c'est pas ce que je viens de dire, ce que je pense. Et ce que je dis, je l'ai déjà dit et écrit. Au contraire, il faut s'armer au niveau intellectuel et une nouvelle théorie et représentation qui, malheureusement, a impacté
a impacté et impacte, et on sait aussi, on est rendu vulnérable par des despotes, des autocrates, des dictateurs, en tout cas, chaque discours a sa part de pertinence. Il faut des médias comme la Nouvelle Chaîne africaine pour donner cette parole, cet espace à l'opinion publique, comme il dit, de construire cela, des espaces où on peut tout dire, on doit construire et proposer et former la jeunesse africaine. Merci. Je pense que le débat est absolument intéressant. Moi, ce que j'ai dit simplement, je pense que autant le reste du monde a une grande responsabilité dans ce qui nous arrive, y compris en essayant de nous maintenir dans un rapport de domination, autant nous aussi, on doit regarder quelle est notre part de responsabilité dans la situation actuelle pour que nous puissions construire un monde nouveau dans lequel l'Afrique aura plus de place qu'elle n'en a aujourd'hui. Merci doyen, merci à vous trois d'avoir participé à cet échange. Abdelkarim Koundou Goumi, le pacte des bâtisseurs, c'est ça le nom de votre parti politique. Jean-Claude Félix Tchikaya, sociologue, géopolitologue, merci d'avoir participé à cet échange. Et le doyen Seydi Abba, vous êtes écrivain spécialiste du Sahel. Merci. C'était un plaisir pour cet échange. Mesdames et messieurs, le débat était passionnant. En tout cas, merci à vous d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Et si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci.